Voilà, donc bienvenue à tous pour l'atelier d'éveil spirituel de ce soir. Donc les thématiques que je vais aborder, c'est les missions de vie, la mission de vie, mais aussi les missions de vie. Et je voudrais vous parler aussi des pratiques méditatives. Alors, je vais m'assurer que tout le monde m'entend bien. Et je n'ai pas le chat sur le côté. Donc, si quelqu'un me parle en chat, je ne le vois pas. Comment je fais? Bon, ne me parlez pas en chat. Comment je fais pour voir? Si, ça y est. Ça y est, normalement, je vois si vous me parlez. Converser, voilà. Alors, la thématique de ce soir, mission de vie. Ce que je voulais vous en dire, c'est que c'est un sujet qui pose énormément de questions aux êtres. Souvent, c'est quasiment la première source d'éveil, c'est la notion de mission de vie. Je vais vous parler un petit peu du code source ce soir. C'est quelque chose que j'ai canalisé, c'est d'alchimie, donc je vais vous en parler un petit peu pour vous expliquer à quoi je parle. Alors, certains ont déjà suivi mes enseignements et pour d'autres, je vais essayer de reprendre. Vous voyez que dalle, là. C'est ça. Vous voyez mieux, là? Oui. Super. Alors, en fait, l'histoire du chemin de vie, du code source. En fait, chaque nombre de 1 à 9 est une étape dans le chemin d'éveil, d'accord? Ça, c'est des choses sur lesquelles je peux parler des journées entières. Donc, je vais essayer de vous le condenser tout en essayant de vous expliquer où vous en êtes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le plan d'incarnation. En fait, vous êtes des petites lumières tout en haut dans la galaxie ou peu importe, dans un endroit quelque part. Et vous êtes des petites vibrations, donc vous êtes des vibrations sonores et lumineuses. Ces vibrations, on va leur demander de venir accomplir une mission, donc on va leur proposer de venir travailler pour leur plan d'évolution. Et pour pouvoir évoluer, alors j'ai tendance à beaucoup être dans la symbolique pour simplifier les choses. Ce n'est pas tout à fait la réalité, mais ça permet d'avoir un peu une vision de notre compréhension humaine. Alors, on va accueillir Cédric qui va nous rejoindre. Bienvenue Cédric. Bienvenue, on vient de commencer. Je veux juste m'assurer. Je suis en train d'enregistrer. Est-ce que tu es OK pour apparaître dans l'enregistrement? Sinon, tu bloques ton visuel. C'est bon pour toi? Je ne t'entends pas par contre parce que je bloque les micros. Tu peux le déloquer si tu veux. Tu y arrives ou je t'aide? C'est OK. C'est OK. Alors, on commence. Je viens juste de commencer. D'accord? Je parle des missions de vie en premier. Alors, sur la première étape, quand on est sur le plan d'incarnation, donc c'est le chiffre 1, on va venir choisir son plan d'incarnation, ce qu'on va venir travailler sur l'évolution sur la planète Terre, enfin, sur Gaïa. On ne part pas dans tous les sens. Quand on descend, en fait, on va définir une feuille de route, on va définir comment on va venir travailler. Cette mission de route, je vous ai expliqué. En fait, ils ne vous envoient pas comme ça au charbon, les yeux bandés. Enfin, on nous envoie les yeux bandés parce que l'étape 2, c'est qu'on se coupe, on se défusionne de la source. L'étape 3, c'est que vous descendez dans le giron maternel pour prendre l'ADN de votre lignée, de votre famille. Et à partir du troisième niveau, on vous installe ce qu'on appelle les voiles de l'illusion pour vous permettre de ne pas vous souvenir de ce que vous avez décidé à l'étape 1, c'est-à-dire le plan d'incarnation. Donc, le plan d'incarnation, c'est quelque chose que je vous explique. J'ai une consultation qui s'appelle « Lecture du plan d'incarnation » où je prends votre date natale, donc votre anniversaire. Je prends donc votre thème natal et les éléments de la numérologie qu'on m'a transmis là-haut et je vous explique en tant qu'être de lumière ce que vous avez comme influence énergétique et vers quoi vous devez tendre pour vous réaliser. Ce n'est pas du tout de la voyance, c'est de la guidance. Et c'est vous qui devez cheminer dans ces éléments-là qui sont le plan d'incarnation. Qu'est-ce que je viens travailler dans cette incarnation? Vous pouvez faire le choix de ne pas du tout travailler le plan d'incarnation, mais souvent, dans 2020, on va plutôt vous inciter fortement à vous réaliser parce qu'on a besoin de vous. Si vous êtes venu
sur Gaïa, vous réalisez et travaillez votre évolution, c'est qu'on a besoin de vous en tant que travailleurs de lumière. On n'est pas des vacanciers de lumière, on est des travailleurs de lumière. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui vous permettent de savoir quel contrat vous avez signé avant de venir. Et ça vous permet, comme vous avez les voiles de l'illusion, d'avoir quelques informations pour commencer le sentier. Parce qu'il s'agit bien en fait d'un sentier sur lequel vous allez avancer et cheminer. Et il y a plusieurs balisages et c'est vous qui allez où vous voulez en réalité. Et il y a des intersections et parfois vous avez des choix à prendre, des décisions à prendre. La quatrième étape du code source, vous avez ce qu'on appelle, ce qu'eux ils appellent la naissance. Donc c'est l'être en sens. Dans cette étape-là, pour pouvoir évoluer, vous devez avoir des obstacles à surpasser. Vous avez du travail, vous devez avoir de la matière. Et cette matière, elle se compose de toute la matière traumatique que va vous être donnée, que va vous donner votre entourage. Donc, c'est pour ça que vous avez des failles et des blessures qui vous sont créées. Donc, quand vous arrivez, vous êtes une étincelle de vie, vous êtes une jolie lumière et on va, à partir du moment où vous êtes né, vous êtes arrivé, vous êtes un être en sens avec des ressentis corporels, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont, sur votre parcours, créer des failles et des blessures qui seront en fait votre matière traumatique à venir purifier, nettoyer et transmuter. Arriver à l'étape 6, on va la voir tout de suite, pour pouvoir évoluer et faire ce qu'on appelle l'alchimie du plomb en or. Donc, le plomb, c'est tous vos traumas, tous vos failles, tout ce qui vous laisse, et le passer en or. Donc, c'est la lumière de l'être pour pouvoir vous élever. Dans la 5e étape, alors, je vais vous montrer le 5. J'espère que je vais bien pouvoir vous le montrer. Je vais essayer de le faire sur une feuille. Alors, les chiffres que je vous montre vont vous surprendre. Vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas du tout un 5. C'est le 5 dimensionnel. Alors, voilà le chiffre 5 en dimensionnel. D'accord? Les chiffres que nous avons actuellement sur Gaïa, ce sont des chiffres morts qui n'ont plus de vibration. Et là, c'est le chiffre 5 en dimensionnel. Alors, en fait, vous allez comprendre comment il fonctionne en sachant que je vous le fais en 2D, mais en réalité, il est en 3 dimensions. C'est un truc complet. Là, si je vous fais ça, vous allez voir, en fait, le 5, vous le voyez, il est là. Ou attendez, à l'endroit, comme ça. Vous voyez le 5, là, dessiné? Oui, ouais. Dans le sens qu'il faut que je fasse comme ça? Comme ça, oui. Oui, comme ça, c'est un 5. Ok, le 5. Et en fait, là, c'est le 5 vibratoirement en entier. Pourquoi c'est l'étape 5? Parce qu'en fait, à l'étape 5, vous êtes un être, une étincelle de vie avec des traumas et vous êtes dans le terreau, vous êtes au centre, vous êtes dans le noir, vous êtes dans la pénombre. L'étape 5, c'est ce qu'ils appellent la vallée des larmes parce que c'est le moment où vous êtes dans l'ombre, vous êtes mal et vous cherchez un sens à l'existence. Et c'est le moment où vous allez commencer à vous mettre en quête d'une mission de vie. Et très souvent, les êtres éveillés, les êtres de lumière, on commence à chercher une mission de vie, un sens. L'étape 5, la vallée des larmes, ça ressemble à une espèce de burn-out et très souvent, beaucoup d'êtres de lumière font des burn-out qui sont en fait des moments de dépression où on se sent extrêmement mal parce qu'on ne sait pas où on va et on se sent dans le noir. L'objectif de l'étape 5, c'est la vallée des larmes parce qu'on pleure et parce qu'en fait, l'objectif, c'est de venir poser des racines, donc de venir se sécuriser dans cette petite graine pour pouvoir pousser, pour aller chercher la lumière. Et le trait d'en haut représente en fait les plans supérieurs où on vient se connecter. D'accord? Donc, ça, c'est la poussée vers la lumière et la connexion au monde d'en haut. À cette étape-là, vous avez tous un grand besoin de connaître votre mission de vie et vous vous documentez, vous allez beaucoup chercher ça. Ou alors, vous cherchez à consulter des gens comme moi avec est-ce que vous pouvez me dire mon don? Est-ce que vous pouvez me confirmer mon don? Pourquoi je suis fait? Quel est mon chemin? Et vous posez toutes ces questions à l'extérieur de vous. En réalité, il faut que vous sachiez que votre mission de vie
Personne n'est en mesure de vous la donner à part vous-même. Ça fait partie de votre plan d'évolution de concrétiser, de trouver, de dessiner, de déterminer quelle est votre mission de vie. Il est impensable que quelqu'un à l'extérieur de vous puisse vous la donner, cette mission. Ce n'est pas du tout OK. Donc, dans votre mission, il est dit que vous devez trouver votre mission. C'est OK? Trop souvent, on se met à chercher sa mission de vie, comme quand on est au collège et qu'on doit choisir à la bibliothèque une formation pour pouvoir faire un métier. Et on s'imagine qu'une mission de vie, c'est comme un métier. En fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, mais notre regard d'humain va tronquer ce qu'est la mission de vie. Alors, il y a bien des missions de vie, je vous le confirme. Et la première mission de vie, elle est absolument collective à tous les êtres de lumière. La première mission, c'est d'être ensemble dans la lumière et dans l'amour sur Gaïa. Donc, plus vous êtes épanoui et heureux, plus vous êtes comblé et plus votre mission de vie collective est accomplie. Parce qu'en étant dans la joie et l'amour, vous vibrez joie et amour et vous relevez les vibrations de Gaïa. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, elle est aussi collective. On est venu pour vivre des traumas. Donc en fait, moi, je dis souvent en rigolant qu'on est les éboueurs. Quand là-haut, ils ont fait une réunion, ils ont fait un pôle emploi des êtres de lumière. Et ils ont dit, en fait, on est à la recherche. On a une petite annonce, on cherche des éboueurs pour venir nettoyer Gaïa. Et on a besoin de venir transmuter toutes les énergies de l'ère du poisson où il y avait abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison. Et puis après, il y a les plus gros travailleurs de lumière, donc ceux qui sont un peu les capitaines ou voilà, les plus lumineux d'entre nous, même s'il n'y a pas vraiment de notion de valeur entre êtres de lumière, il n'y a pas de notion de valorisation. Il n'y a pas un être de lumière qui est meilleur qu'un autre. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, et vous allez vite le comprendre quand vous serez vraiment éclairé et dans l'éveil, c'est que nous avons tous besoin des uns des autres. Il n'est pas possible d'envisager d'être un être de lumière sans le collectif des êtres de lumière. On a tous un besoin d'être ensemble et de s'interconnecter et de s'entraider. C'est indispensable. En fait, nous sommes tous les clés ou les chaînons d'une même maille. Et c'est tous ensemble qu'on y arrive et il n'y a pas de notion de valeur. Pour autant, il y en a certains, quand ils ont postulé, en fait, c'est vous qui décidez votre plan d'incarnation. Vous dites, bon, alors moi, je vais choisir une famille où le papa me rejette, je vais choisir une maman qui m'abandonne, je vais choisir un petit frère qui me tyrannise, je vais choisir un grand-père qui va me violer et je vais choisir une grand-mère qui boit de l'alcool. Et en fait, vous déposez votre candidature auprès du bureau de Pôle emploi de la source. Et quand ils vous reçoivent, ils regardent votre proposition d'évolution et ils vous disent, bon, bah, écoute, pour ça, tu es un peu ambitieux. Au vu de ton dernier plan d'évolution, on pense que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, la grand-mère alcoolique, on va te la retirer. D'accord? On va te donner une grand-mère qui va plutôt être soutenante. Et on va t'envoyer dans telle énergie pour travailler telle chose. Et les plus lumineux d'entre nous vont prendre, en plus des 5 blessures majoritaires que je vous ai citées tout à l'heure, vont prendre en plus tout ce qui est addiction et trauma, notamment trauma sexuel. Donc, si vous avez une famille avec de la dépendance, des addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, ou que vous avez dans votre lignée où vous avez subi des traumas sexuels, inceste, viol, etc., eh bien, c'est que vous êtes des êtres de lumière qui avaient choisi une incarnation plus difficile. Voilà, vous êtes plus haut que les autres, que la moyenne. Mais pas plus haut en termes de valorisation, je le redis. Il faut savoir que du coup, ces êtres-là, alors on est tous descendus, on est tous arrivés sur Gaïa avec la totalité de ce qu'il nous fallait pour faire notre travail. Au premier moment où vous avez respiré, vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin pour accomplir votre mission. Donc, vous n'avez besoin de collecter absolument rien. Rien ne vous manque dès la première seconde où vous êtes sur Gaïa. Bon, c'est bien d'avoir des vêtements et de la nourriture et un foyer pour se mettre à l'abri, mais ça, normalement, ça vient après. Ça vient avec le fait qu'on soit humain. Parce que vos outils pour pouvoir travailler votre mission de vie,
c'est vos émotions, votre corps, votre conscience corporelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Une fois que vous avez ces 4 choses et que vous savez utiliser ces 4 outils, eh bien, vous pouvez réaliser toutes les missions de vie que vous avez décidées depuis le plan d'incarnation. L'autre chose qu'on vous donne dès le début et dès que vous commencez à respirer sur Gaïa, ce sont une équipe en vol. Parce que nous, on est l'équipe au sol et il y a une équipe en vol. Vous allez avoir d'un côté, et ça peut venir au fur et à mesure de votre vie sur Gaïa, des êtres qui vont se désincarner, donc des membres de votre famille ou des amis qui vont passer de l'autre côté, donc qui se désincarnent, qui décèdent, qui deviennent des défunts, et qui continuent à vous accompagner sur votre mission quand vous êtes incarné. Et puis, vous avez tout ce qui est beaucoup plus élevé, donc ce qu'on appelle les guides. Mais en fait, c'est une vision erronée de les appeler comme ça parce que ce ne sont pas des guides. Il n'y a qu'un seul guide, c'est ce que vous avez dedans. Même moi, je ne suis pas un guide. Moi, je suis un mode d'emploi, je suis un haut-parleur, c'est tout. Je ne suis que ça. Et votre guide, en réalité, c'est ce qu'il y a dans vous et c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et c'est ce que vous viendrez connecter à un moment ou à un autre. Quand vous connectez à l'enfant intérieur, eh bien, en fait, vous connectez à votre guide et c'est lui qui vous donnera toutes vos réponses. Donc, ce qu'on appelle par méprise les guides, en fait, pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce que quand on s'éveille, ça nous paraît trop improbable pour nous, les humains, de se dire que le guide est à l'intérieur. Donc, au début, dans les enseignements, on entend qu'il faut demander au guide parce que c'est à l'extérieur de nous, mais c'est une fausse idée. Le guide est bien dedans. En fait, ces guides-là, ce ne sont pas des guides, ce sont ce qu'on appelle des archétypes. Ce sont des énergies auxquelles on peut connecter. Donc, il existe bien des énergies en dehors de nous, bien plus hautes que nous. Ça va être Isis, l'archange Gabriel, l'archange Michael. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est énergie céleste. Et après, il y a les énergies intraterrestres avec tout le monde d'en bas, avec les énergies chamaniques, les élémentaux, etc. Donc, on peut se connecter aux 2 énergies pour demander à recevoir et à travailler. Et c'est même indispensable, puisque quand vous avez signé votre feuille de route pour descendre sur Gaïa, votre feuille de mission de route, eh bien, il vous a été dit que vous allez recevoir des obstacles à transmuter, mais qu'à tout moment, vous pouvez invoquer de l'aide et elle vous sera forcément fournie. Après, faut-il encore que vous ayez que vous compreniez comment recevoir cette aide et comment l'exploiter. D'accord? Je bois, pardon. Donc, voilà comment on fonctionne au niveau du travail avec eux, avec là-haut. Pour les missions de vie, donc je vous ai dit qu'il y avait... je vous ai parlé de nettoyer Gaïa des énergies de l'air du poisson. Donc, en fait, de façon individuelle, nous avons tous les 5 blessures, tous les humains. Et pour certains, vous avez des bonus. D'accord? On le travaille de façon personnelle. Donc, tous les êtres de lumière nettoient ces blessures-là. Et il s'avère que c'est beaucoup plus collectif que ce qu'on croit. Grâce à mon groupe de guérisseurs intuitifs qui est un groupe fermé sur Internet qui est présent depuis 2 ans sur Facebook, parce qu'on échange et qu'on interagit, on peut observer tous ensemble que, par exemple, en décembre, on a travaillé ensemble. Rappelez-moi les guérisseurs qui sont là, c'était le rejet ou l'abandon? Le rejet? Le rejet. Je vois Faustine qui me le confirme. Sur la période de décembre, on a travaillé le rejet avec la famille. À la période de Noël, ça a été super fort pour beaucoup de monde. Au mois d'avril, on a travaillé la trahison. Et en fait, si vous voulez, c'est les énergies des planètes qui se situent au-dessus de nous. Si on observe le ciel, l'astronomie, l'astrologie, eh bien, en fait, il y a des planètes qui se mettent à des endroits qui vont nous impacter tous en même temps sur des blessures. Et en fait, si vous ne connectez pas à d'autres êtres de lumière, vous ne vous rendez pas compte. Mais en réalité, c'est un travail qui est tous ensemble. Donc, on travaille des égrégores de trahison en même temps, des égrégores de rejet en même temps, etc., etc.
Mais on ne s'en rend pas compte parce que, bah, voilà, tant que vous n'êtes pas dans une famille de lumière, bah, vous ne vous rendez pas compte que c'est du collectif. Alors, ces travaux-là, on les fait ensemble, on les épure. Et puis après, il y a ceux qui ont les bonus. Et là, bah, c'est plus compliqué, c'est plus dur, mais ça se fait aussi parce que vous avez ceux qui ont les bonus, donc les addictions et les traumas sexuels. Vous avez les archétypes qui vont avec. Donc, vous êtes suffisamment équipé et émotionnellement et au niveau de votre lumière et votre émanation lumineuse, plus de vos archétypes pour pouvoir travailler ça. Ce n'est pas par hasard que vous avez ça. Même si c'est extrêmement douloureux, c'est vraiment votre choix d'incarnation de venir les travailler. D'accord ? Alors, comment on les travaille, ces blessures ? Eh bien, tout simplement avec un mot magique qui s'appelle le pardon. Et le pardon est une énergie extrêmement forte que nous devons tous travailler. Et à travers la force du pardon, eh bien, nous transmutons toutes ces blessures et ça nous permet de nous alléger de façon individuelle. Plus vous travaillez sur vos traumas et vos failles et vos blessures, plus le plomb descend dans votre énergie et plus vous pouvez vous élever haut, récolter vos dons et travailler plus dans la lumière. Mais du coup, ça a aussi un impact collectif, puisque plus on va travailler ensemble l'égrégore de trahison et plus il va diminuer, plus l'émanation de Gaïa va pouvoir s'élever avec nous. D'accord ? Vous comprenez comment c'est intriqué entre l'individuel et le collectif ? C'est tout un maillage. Donc, en fait, quand on parle de mission de vie, vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand vous êtes au fond du seau ou au fond de la piscine, eh bien, vous travaillez votre mission de vie. Et ça peut paraître dingue. Vous dites, bah oui, moi, je suis en PLS je suis en PLS dans mon salon, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Bah oui, mais tu es en train de faire ton travail de lumière. C'est exactement ce qu'on est venu te demander. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument en baver et souffrir pour faire bien son travail de mission de lumière. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une équipe en vol. Et vous pouvez demander à tout moment à ce que vous avez à travailler et à transmuter le soit dans le plus facilement possible. Vous pouvez dire, moi j'ai signé un contrat, j'ai mes obstacles, ok, mais aidez-moi à faire en sorte que je puisse les passer le plus facilement possible et dans la plus grande des douceurs. Et permettez-moi, mais ça ne se fait qu'à partir du moment où vous émettez l'intention de demander. Et surtout, ce n'est pas tout de demander, c'est que vous acceptiez de recevoir l'aide. Parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas recevoir. On va envoyer des demandes, mais on sera incapable de recevoir l'aide. D'accord ? Je rebois un petit coup. Alors après, on va passer aux missions qui sont plus personnelles. Eh bien, en fait, effectivement, dans votre évolution, il est prévu que vous preniez votre kiff, que vous preniez votre pied, parce que nous devons être dans la joie et dans l'amour. Et pour ça, en fait, on doit se faire vibrer. On doit aller vers des choses qui nous font beaucoup de bien. Pour savoir quelle est votre mission de vie, parce que je ne suis pas habilitée à vous la donner et que personne n'est habilité à vous la donner, vous allez me dire, bah ouais, mais alors Estelle, ton histoire là, c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien avancer, je fais comment ? Eh bien, c'est simple. De la même façon que pour le reste, depuis le début, vous êtes équipé de suffisamment d'éléments pour pouvoir la trouver tout seul. Pour savoir quelle est votre mission de vie, vous devez aller vers ce qui vous fait du bien. Par exemple, moi, d'être avec vous, à vous passer des enseignements, ça me fait vachement de bien. Et c'est normal parce que c'est ma mission. Par contre, quand je fais des actes de guérison, donc faire de la guérison, mais si j'ai un stage sur ça, bah, la guérison, ce n'est pas mon trip ultime. Donc, je sais guérir. Pourquoi ? Pourquoi je sais guérir ? Parce que ça me permet d'accompagner des êtres guérisseurs vers leur plein potentiel, pour me permettre d'avoir une compréhension de ce qu'ils doivent faire. Mais je ne me considère pas du tout comme guérisseuse, même si j'ai des actes de guérison. D'accord ? Donc, je sens bien que ma mission, ce n'est pas celle de guérir. Pour le moment, peut-être que dans 1 an et demi, je vous dirai, bah, maintenant, je vibre complètement de la guérison. Parce qu'il faut que vous compreniez que votre mission de vie, ce n'est pas comme je veux être infirmière ou je veux être pompier. Votre mission de vie, elle évolue avec ce que vous êtes. Donc, vous pouvez avoir une mission de vie linéaire qui va… Alors, tous, on a tous ce truc qui nous distingue, enfin, qui nous sort du lot. On a tous envie d'aider les autres. Tous. Et tous, généralement, on commence par être d'excellents sauveurs. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on doit sauver le monde. On a tous ça en nous, c'est notre gène primaire de « je vais sauver le monde ». Et très souvent, du coup, on cherche par méconnaissance des pouvoirs.
On cherche un super pouvoir qui va nous permettre de sauver le monde, comme un Wonder Woman ou Superman. D'accord? Eh bien, en fait, vous avez bien un super pouvoir, mais il est très décevant pour la majorité des gens. Votre super pouvoir, c'est vos émotions, votre champ de sensibilité, votre sensibilité. Et pourquoi ça vous déçoit? Parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a l'impression qu'est notre plus grande faiblesse. Donc, quand je viens vous dire ta sensibilité, c'est ton super pouvoir, souvent vous dites ah ouais, super, le truc qui me fait le plus chier dans ma vie, c'est mon super pouvoir. Génial, merci. Et oui, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris comment on utilise son super pouvoir, eh bien, on se gâche et on se pourrit la vie. Et cette sensibilité, pourquoi c'est votre super pouvoir? Parce que plus vous êtes un être sensible, doué de sensibilité, plus vous êtes à même de capter l'énergie subtile. Parce que tout ce qui est en dehors de Gaïa n'est de l'ordre que du subtil. Il faut donc une hypersensibilité pour capter ces choses qui sont extrêmement éphémères, fragiles, qui passent, qui vous effleurent et vous ne savez pas. Et voilà. Et si vous n'êtes pas capable de vous centrer sur vous, de vous poser en vous, et là, je suis en train de vous préparer à ce que je vais vous dire après sur les pratiques méditatives. Si vous n'êtes pas capable de vous poser avec vous, de capter ce qui se passe en vous, eh bien, vous n'êtes pas capable d'utiliser vos super pouvoirs. D'où l'importance de pratiquer la méditation pour être le plus possible en connexion et en interaction avec votre intérieur et tout ce qui vous déploie de vos sens. Tous vos sens sont vos super pouvoirs, tout simplement. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, notre hypersensibilité, parce qu'on est tous déjà des lumières, souvent on est tous des médiums. Un médium, je vous donne juste la définition de ce qu'est un médium. Un médium, c'est ce qui passe entre. Le médium, c'est ce qui est entre les aigus et les graves en musique. Le médium, c'est ce qu'on utilise pour dessiner. Un médium, c'est un outil pour dessiner. Donc, un médium, c'est ce qui passe entre. Donc, le médium, ce n'est pas forcément un voyant. Le mot, et on n'a pas forcément le bon réflexe quand on entend médium. Un médium, c'est ce qui passe entre. On est tous des médiums parce qu'on entend tous, on a tous ces émotions, cette sensibilité qu'elle a. Plus la sensibilité est accrue, plus elle vous permet de travailler les énergies. Très souvent, la majorité d'entre nous, étant des êtres sensibles, on nous l'a reproché parce que notre société n'aime pas les émotions. C'est un vrai problème, les émotions. Donc, on vous a fait sentir que c'était un problème et vous avez tous développé ce qu'on appelle des boucliers, des carapaces, vous les appelez comme vous voulez, pour vous éviter d'être au contact de ces émotions. Vous avez beaucoup travaillé votre conscience intellectuelle parce que la société vous l'a demandé, donc vous avez fait ça. Et du coup, vous êtes super fort. Je m'inclus dedans. Hein. Quand je dis on, je m'inclus. Hein. On est super fort pour la conscience intellectuelle, mais pour la conscience corporelle et émotionnelle, on est bidon. On ne sait pas faire. Et justement, votre travail, c'est de commencer par aller acquérir cette notion de émotionnalité, conscience émotionnelle, conscience corporelle. Comment on fait pour la travailler? La méditation est une super méthode. Mais si vous pratiquez la méditation guidée, alors quand je dis mais, ce n'est pas pour dénigrer la méditation guidée. Toutes les méditations sont bonnes. Je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, on va tous beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on va sur YouTube pour pratiquer la méditation parce qu'il y a de la guidance. Alors, ce n'est pas mauvais, mais ça ne vous permet pas d'être complètement en contact avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et si vous voulez travailler vraiment votre champ émotionnel et corporel, il faut pratiquer d'autres méthodes de méditation et il faut ouvrir votre panel de méditation. Je vais vous inviter à noter méditationfrance.com ou .fr, l'un des deux, je crois que c'est .fr. Et vous allez tous aller sur ce site, méditationfrance.fr. Il est bombardé d'infos sur la méditation. Et il va vous présenter au moins une centaine de méthodes différentes de méditation. Et vous allez voir qu'il en existe, mais tellement. Et nous, aujourd'hui, on a beaucoup fait rentrer dans notre culture la méditation guidée. Donc, quelqu'un qui vous dit respire, souffle, fais poète. Et donc, on fait. OK. Donc, c'est bien parce que ça vous aligne, ça vous fait travailler. Mais vous n'êtes pas en contact avec votre guide intérieur. Vous n'êtes pas avec ce qui est à l'intérieur. Donc, la prochaine étape, c'est que vous alliez le faire. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller pratiquer ça?
Et ben, c'est tout simplement que vous asseoir en fermant les yeux ou même en ayant les yeux ouverts et attendre, c'est insupportable. Corporellement, généralement, pour tous ceux qui vraiment les tout débutants, ils ne supportent pas. Et puis, ce qui va se passer quand vous allez commencer à faire ça, c'est que là, ça va faire warning, warning, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, et ça va cogiter, ça va prendre toute la place. Et ça va vous saouler, ça va vous prendre la tête et vous allez arrêter. Et c'est tout le danger de cet ego et ce mental qui est plus fort que le reste et qui fait que vous n'allez pas poursuivre vos efforts. Je bois. Estelle, il y avait Charles qui avait une question là tout à l'heure. Je vois pas le chat. Je sais pas où je l'ai foutu. C'est quoi ta question, Charles? Je me demandais si c'était là. Ah, pardon. Vas-y, Charles. C'est plus du tout le sujet là. C'est pas grave. Bah, ça fait rien. Là, quand même. Ouais, non. C'était au niveau du 5, par rapport au 5, tu parlais Ouais. du fait que de la dépression, je sais pas quoi, et j'avais lié ça à la nuit noire de l'âme, c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme? Exactement. Ok. C'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est déconstruire sa personnalité, son identité pour revenir à son être véritable et trouver sa mission de vie. C'est exactement ça. Ok. Et la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de très particulier, de très personnel. Tu peux vivre une nuit noire de l'âme qui dure 2 ans. Ou moi, pendant le confinement, j'ai pas arrêté de faire des nuits noires de l'âme. Je faisais des nuits noires de l'âme de 2 jours. Je remontais une journée, je redescendais 3 jours, je revenais 2 jours. C'était infernal. Donc pendant tout le confinement, j'ai fait des nuits noires de l'âme. C'était horrible, mais à des niveaux mais insupportables, quoi. Donc la nuit noire de l'âme, c'est juste pour en dire 2 mots. En fait, on est en train de passer en 5D. La 5e densité, elle vous demande d'habiter votre champ de conscience du cœur, donc votre conscience cœur. Et du coup, la méditation va vous y aider. Parce qu'aujourd'hui, en 3D, on habite ici. Ce n'est pas mauvais d'habiter là. Vous pouvez choisir de rester là. Mais du coup, vous n'allez pas vous élever. Donc, l'idée de la nuit noire de l'âme, ce qu'on vous a mis là, c'est de la construction. Votre âme, votre étincelle de vie, elle est là. Et là, on vous a construit une personnalité. On vous a créé les traumas, les failles. On vous a dit qui vous étiez. On vous a dit réponds on a besoin que quelqu'un fasse ça, fais-le. Et comme vous êtes des gens très gentils et très lumineux, vous êtes adaptés à toutes les situations parce que vous ne voulez pas faire de mal aux autres. Vous n'êtes pas des gens qui faites du mal, donc vous êtes suradaptés. Et vous avez créé un personnage. Vous avez créé un avatar, un humain avatar qui répond à la commande de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'identité. Et quand je vous demande qui êtes-vous, ou quand vous vous posez la question qui suis-je, vous ne savez pas répondre. Parce qu'en fait, votre qui suis-je, vous allez utiliser une identité qu'on vous a fabriquée. Et donc, vous allez répondre en disant je m'appelle Michel, mon frère s'appelle comme ça, mon famille c'est ça. Et en fait, ce n'est pas du tout vous. Qui suis-je? C'est là. Donc, la nuit noire de l'âme, elle arrive au moment, donc l'étape 5, où vous comprenez que ce qui est là n'est plus suffisant, que vous devez aller habiter là. Et la nuit noire de l'âme, ça consiste à venir faire passer ce champ de conscience-là, ici. Et c'est pour ça que c'est très difficile, parce que vous perdez tous vos marques, vous perdez vos croyances, vous allez toucher au fond de l'incohérence de votre vie, de ce qui ne fonctionne pas. Et voilà ce qui va se passer en fait dans votre énergie, dans la nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça que c'est l'étape 5. Alors, la méditation, elle va vous aider beaucoup, beaucoup à faire passer cette nuit noire de l'âme de là à là. Et en fait, la nuit noire de l'âme, elle dure aussi longtemps que tu résistes à la vivre. Et tant que tu ne trouves pas de solution pour la traverser, eh bien, elle perdure. Voilà. Ça répond à ta question? Ouais, carrément. Ok. Donc là, je suis passée sur la méditation. Je vais revenir sur l'émission. Sur l'émission, donc vous devez aller chercher qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien pour trouver votre mission de vie. Donc, je vous disais que la plupart d'entre nous, on aime beaucoup la notion d'aider les autres, ce qui est tout à fait logique. Après, on a tendance à enclencher le sauveur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller sauver l'autre plutôt que de regarder ce qu'on a en nous. Parce que regarder en nous, ça fait mal. Donc, on va sauver le monde. Le problème du sauveur, pour vous aider à désamorcer ça, c'est que le sauveur, il va se substituer à l'autre. Sous-entendu, l'autre n'est pas capable de. Donc, je fais à sa place. Mais comment vous pouvez inculquer à quelqu'un que le fer est chaud ou que quelque chose brûle tant que vous passez votre vie à vous brûler à sa place?
ce n'est pas possible. Pour que quelqu'un sache comment ça fait de toucher le fer, il faut qu'il touche le fer. Par contre, un être de lumière, il est là pour passer avant les autres, ou il est passé avant les autres, et il est là pour être à côté de l'autre quand l'autre va toucher le fer et dire « je me suis fait une putain de brûlure ». Ça tombe bien, je suis coupeur de feu, flaf. Voilà. Donc, c'est ça l'idée en fait. Donc, en fait, vous êtes là pour accompagner l'autre, mais pas pour faire à sa place. Et la majorité des sauveurs, en fait, on est plutôt des pollueurs parce qu'on vient envahir les espaces des autres et en fait, on prend la place de l'autre. Pendant ce temps-là, on ne prend pas la nôtre. Hein. La nôtre, elle est libre. On va prendre la place de l'autre et on va être envahissant pour l'autre. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, revenons à notre place, hein, qui est bien la nôtre, et vivons notre incarnation depuis nous. Il faut savoir qu'en fait, la meilleure façon d'aider les autres, c'est de s'aider soi-même. Parce que plus vous serez un modèle pour les autres, plus les autres vont vous suivre. Ils vont vouloir être aussi heureux que vous. Soyez heureux dans vos vies et les autres auront envie de comprendre comment vous avez fait et de vous suivre. Ceux qui ne voudront pas vous suivre, c'est OK. Ils ont le droit de faire une autre expérience. C'est totalement normal de vouloir choisir de rester les deux pieds dans le caca. Non, en fait, je dis ça pour plaisanter. C'est pas normal, mais on n'a pas à choisir. Si l'autre veut rester dedans, eh ben, il peut. C'est son expérience et on n'a rien à dire, on n'a pas à juger. Voilà. Donc, pour les missions de vie, vous allez souvent avoir celle-là, d'avoir envie d'aider les autres. Donc, très souvent, nous sommes des thérapeutes ou des enseignants. D'accord? C'est très, très courant que nous soyons une des deux fonctions, voire les deux. Après, on n'a pas tous les mêmes envies. Il y en a qui vont vouloir aider les animaux. Il y en a qui vont vouloir aider les adolescents. Il y en a qui vont vouloir aider les femmes battues. En fait, voilà, il y a plein de façons d'incarner l'aide aux autres. Il faut trouver sa fibre et ce qui nous fait vibrer. Il n'est pas dit que parce que vous aidez demain les animaux, vous aiderez toute votre vie les animaux. En fait, c'est quelque chose qui est… vous êtes vraiment libre d'aller faire tout ce que vous avez envie. Ne vous arrêtez. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée que quelqu'un vienne vous dire, voilà, toi, tu es fait pour ça. Parce que j'ai rencontré trop de personnes qui m'ont dit, on m'a dit que mes dons, alors la personne a 33 ans, et me disent, mon don s'ouvrira à 42 ans et je suis destinée à aider les femmes battues. Et je regarde la personne, je fais, alors du coup, vous allez attendre 9 ans avant de vous mettre en chemin. Bah oui, parce qu'on m'a dit que ça serait qu'à 42 ans. Vous imaginez la connerie? Franchement, la connerie. Et la personne, du coup, s'est ancrée ça et elle n'avancera pas pendant 9 ans. Et c'est dommage parce qu'elle va perdre 9 ans et c'est terrible. En fait, et c'est pareil, c'est pas du tout anormal de vouloir toucher à tout et de vouloir expérimenter plein de domaines et d'aider plein de choses différentes. C'est tout à fait OK. On est venu faire des expériences ici. Donc, c'est normal qu'on soit des touches à tout et qu'on soit curieux et qu'on ait envie. Les missions donc, peuvent être, donc, par exemple, moi, j'ai la mission de venir vous enseigner. Donc, je récupère des enseignements de l'autre plan et je les ramène ici pour pouvoir vous donner pour pouvoir vous réactiver. Et en fait, je ne vous donne pas les connaissances parce que vous les avez déjà. En fait, je fais descendre les connaissances. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne prétends pas vous enseigner, je prétends vous réenseigner. Ma mission de médium, c'est d'aller chercher l'info et la faire descendre auprès de vous, mais vous savez déjà tous ce que je vous dis. Et c'est pour ça que très souvent, quand je vous parle de quelque chose, vous avez l'impression de le connaître déjà. D'accord? C'est parce qu'en fait, vous réactivez des connaissances. J'entends du bruit chez moi, ça me perturbe. Voilà. Donc, il peut y avoir des missions qui sont assez pérennes, qui vont durer… bah voilà, moi, je suis une enseignante, je suis faite pour ça. Et puis, il y en a qui vont être guérisseurs, ils sont faits pour ça. Après, il s'avère que j'ai commencé par enseigner aux guérisseurs. Ensuite, j'ai évolué, donc c'était ma première mission. Après, j'ai évolué sur apprendre comment développer sa médiumnité. Là, ma prochaine mission qui vient de m'être confiée, je récupère les enseignements des couples sacrés. Donc, je vais bientôt enseigner aux couples sacrés, aux hommes et aux femmes. Donc, en fait, je reçois plein de petites missions. Et ça, c'est des missions assez grosses. Après, j'ai des toutes petites missions. Par exemple, on va me missionner pour nettoyer des égrégores, des énergies mère-enfant.
Donc là, en ce moment, avec une de mes amies, on travaille énormément sur ces égrégores-là. Mais on sait que ça va durer quelques semaines et après, ça s'arrêtera. Il y a des missions, des fois, où on doit ouvrir des portails énergétiques sur Gaïa. Donc, on va venir ouvrir. Il y a des fois, on doit canaliser un message. C'est encore une mission. En fait, il existe plein de petites missions. Et comment ça se passe? De l'autre côté, dans l'autre plan, dans les autres dimensions, en fait, ils vont regarder, ils vont vous accompagner. Donc, votre équipe en vol va vous emmener, quand vous serez à maturation, ils vont vous emmener des obstacles, des épreuves à traverser pour vous permettre de faire grandir vos capacités médiumniques, votre sensibilité. Ils vont vous mettre les bonnes personnes pour que vous ayez les enseignements, comme moi, par exemple. C'est comme ça que vous arrivez à moi, pour pouvoir commencer à travailler. Et puis, je viens de perdre le fil de ce que je vais vous dire. Ah oui, ils vous mettent des obstacles pour que vous puissiez commencer à vous ouvrir, etc. Et quand ils vont vous sentir prêt à quelque chose, ils vont vous mettre dans le dojo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le dojo, c'est là où on vient s'entraîner dans les arts martiaux. Et donc, on va vous proposer des expérimentations. Donc, par exemple, moi, ça donne quoi? Une expérimentation que je vais vous raconter qui est rigolote, façon de parler. Deuxième stage de guérisseur intuitif, j'arrive avec quelqu'un qui était exorciste, qui avait besoin d'un exorcisme. Et donc, j'ai fait un exorcisme. On était… Amy, tu étais là? Non, tu n'étais pas là, toi? Non, ce n'était pas ta session. Je crois que c'était la session avant toi. C'est la mienne. C'est la tienne, Karine? Oui, oui. Donc là, j'ai un témoignage. J'ai quelqu'un qui était là ce jour-là. Donc, je crois que c'était ma deuxième ou troisième, c'est deuxième, je crois. Bon, bref, une des premières sessions de guérisseur intuitif. Et j'ai une de mes participantes qui vient me voir et qui me dit, écoute, j'ai vu un thérapeute énergétique il n'y a pas longtemps et depuis, j'ai le feu dans le corps et elle me montre son plaque d'eczéma. Je fais, wow, c'est chaud. Et là, j'entends qu'en fait, il y a un énorme démon sur elle. Donc, je l'allonge et je commence à travailler sur elle. Pendant cela, je mets les autres personnes à travailler. Et puis, au bout d'un moment, c'était trop fort. Et donc, du coup, vous m'avez vu travailler un petit moment, je crois. Karine, ça a duré combien de temps, tu te souviens? Une trentaine de minutes? Ouais, le temps, je ne m'en souviens plus. Je sais que quand c'est tout planqué. Attendez, c'est que ça fera ma porte, j'ai fermé ma clé. Attendez, je reviens. Ouais. Reviens, Karine. C'est coupé. Ça a duré combien? Une demi-heure? Non? Combien de temps? Je sais plus. Vraiment, le temps, la notion du temps, je ne l'ai plus du tout. Et donc, la personne en question, elle s'est évanouie, elle a hurlé, enfin, elle faisait des trucs improbables. Elle s'est pliée en deux. Elle s'est pliée en deux. Et, mais dans l'autre sens, en fait, elle avait le nombril au ciel et la tête et les pieds presque ensemble. Et c'était quelqu'un qui était obèse, donc c'était très impressionnant à faire parce qu'on se rendait compte que physiologiquement parlant, c'était improbable qu'elle le fasse. Enfin, je veux dire que même moi, qui ne suis pas en surpoids, je pense que j'y arriverais pas. Donc, elle qui était en très lourd surpoids, c'était improbable. Donc, elle était vraiment, voilà. Et puis, elle nous disait qu'elle voulait donner son cœur. Enfin, voilà, c'était vraiment du haut vol en termes d'exorcisme. Et après, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient là de venir pour pouvoir… on a fait ensemble les derniers moments. Et en fait, ça, c'était, si vous voulez, un dojo pour moi, pour voir si j'étais prête à vivre ça et à accompagner les démons, enfin, faire passer les démons, en fait. Voilà, à faire partir et nettoyer tout ça. Et donc, ça, c'était une épreuve pour moi. Donc, ils sont très mignons, c'est-à-dire que j'ai jamais reçu les apprentissages de l'exorcisme, jamais personne ne me l'a enseigné sur le plan terrestre, mais par contre, j'avais reçu les enseignements de façon énergétique. Et donc, j'ai su faire ça de façon très naturelle et c'était une épreuve. Si à cette épreuve, j'avais échoué, eh bien, les guides Alors déjà, les épreuves vous sont présentées uniquement parce que vous êtes prêts à les surmonter. Et si j'avais échoué à cette épreuve, plus jamais je n'aurais eu à vivre ça. Vous comprenez? Donc, il y a quand même une logique. OK? Tu t'installes où? JB, tu te mets où? Oui. Il y a du bruit partout autour de moi, ça me perturbe. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, vous allez avoir des obstacles et des épreuves pour vous tester, pour voir, voilà. Mais là, je vous ai parlé d'une épreuve un peu hard pour que vous puissiez voir jusqu'où ça peut aller. Mais généralement, les épreuves sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, on va vous présenter, on va vous demander de canaliser des messages. Si vous vous mettez à les canaliser, à les écrire, eh bien, en fait, si vous voulez, c'est comme Pôle emploi,
il y a une mission de poste et ils vont venir vous la présenter. Si vous avez la sensibilité de comprendre qu'il y a une mission qui vous arrive et que vous la prenez et que vous la kiffez et que vous vous mettez à le faire tout le temps, eh bien, ils vont vous la laisser. Si vous la proposez 3 fois et qu'au bout de la 3e fois, vous n'avez toujours pas mis le travail en place, eh bien, la mission, ils vont aller la proposer à quelqu'un d'autre. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, vous pouvez en fait refuser les missions, c'est OK, mais après, ils vont aller la proposer à quelqu'un d'autre, tout simplement. OK? Et donc, vous pouvez avoir des toutes petites missions comme ça, un peu disparates, de quelques jours, de quelques heures, de quelques mois. Voilà, tout peut tout le temps évoluer. Et normalement, c'est même sûr, toutes ces missions-là doivent être faites dans la joie et dans l'amour. Et il n'y a aucune contrainte. Et vous avez toujours toujours les libre arbitre. Ça, c'est encore un autre sujet que je devrais aborder dans un autre, dans un autre atelier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux missions de vie? Faut que j'aille vraiment dans la pratique méditative après à fond. Parce qu'en gros, je vous ai tout dit sur la mission de vie. Je continue? Ok. Céline, il n'y a pas de commentaires dans les… Non? Ok, bon. Alors, concernant la pratique méditative, je vais vraiment vous donner des pratiques concrètes. Pardon, alors, du coup, en fait, j'ai une question. Oui, c'est Marion? Désolée. Oui, c'est Marion, c'est ça. Non, du coup, je me suis rappelé d'une question quand tu parlais des guides qui sont. Alors, c'est pas sur l'émission de vie, c'est sur avant, Oui, là, mais quand ça tu va. parlais des y aller. guides, des énergies archétypes. Du coup, tout ce qui est ange gardien, on a un ange gardien quand même ou pas? Alors, tout ce qui est désincarné, donc qui a vécu sur Terre, ok, passe dans l'autre côté. Souvent, nos aïeuls, c'est pas que des aïeuls, mais ça peut être un frère qui est décédé, etc., veillent sur nous et nous accompagnent dans nos missions. Donc, c'est très, très courant. C'est ce qu'on pourrait appeler un ange gardien. Ça peut être aussi des gens qui ont eu des dons et qui voulaient transmettre depuis l'au-delà. Après, les archétypes, ils sont absolument pour tout le monde. Mais il va y avoir comme des teams. Par exemple, moi, je suis team Gabriel. J'appelle ça comme ça, je le vulgarise comme ça. Alors, pourquoi team Gabriel? Parce que l'archange Gabriel, c'est le messager, c'est celui qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle va porter l'enfant Jésus. Donc, moi, je dis team Gabriel parce que je suis dans l'enseignement et je suis porteuse de messages. Okay, vous avez la team Michael. La team Michael, c'est l'archange Michael. Ce sont ceux qui sont beaucoup dans les énergies mariales, donc de la Vierge Marie. Mais quand on est team Gabriel, on peut être aussi dans l'énergie mariale, c'est pas souci. En fait, l'archange Michael et la Vierge Marie travaillent beaucoup de pair. Et eux, ce sont plus des guerriers de lumière. Donc souvent, ils défendent des territoires, ils combattent. Et très souvent, ce sont des guérisseurs. Mais je fais des généralités, il ne faut pas mettre les gens dans les cases, d'accord? Dans les aides de lumière, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est pour qu'on essaie de comprendre le fonctionnement. Après, tu vas avoir la team Raphaël. Ça, c'est les guérisseurs purs. Et c'est vraiment des 100% purs jus guérisseurs. C'est les coupeurs de feu. Dès qu'ils te voient, ils voient tout de suite tes pathologies. C'est vraiment les magnétiseurs. Tout ça, ce sont la team Raphaël. Et après, il peut y avoir la team Uriel. En fait, tout se décline, quoi. La team Uriel, c'est ceux qui sont vraiment les porteurs de lumière. Il y a des gens, rien qu'ils passent dans des endroits où ils communiquent avec des gens, et ben, ils apportent la lumière, ils apportent l'apaisement. Donc, c'est une mission qui paraît assez simple, et pour autant, ce n'est pas si simple. Voilà. Mais un ange gardien proprement dit, pas vraiment. Pas vraiment. Okay. D'accord, merci. Voilà. Pour les pratiques méditatives. Alors, ce que je veux vraiment vous inculquer, c'est les messages qu'on a reçus récemment. C'est que quand vous avez une pratique, il serait l'idéal, je crois que je l'ai déjà dit dans un atelier, l'idéal, c'est que vous ayez un tiers du temps. Donc, par exemple, vous prenez 15 minutes le matin pour travailler les énergies. Il faudrait passer 5 minutes à prier. Pas prier le « Je vous salue Marie ». Hein. Prier, c'est-à-dire faire des demandes à l'univers. Émaner, vibrer ce dont vous avez besoin. 5 minutes
à méditer, c'est-à-dire être en réception. Donc, prier, c'est émettre des énergies et des vibrations. 5 minutes pour recevoir des énergies. Et c'est ça dont je vais vous expliquer comment le faire. Et 5 minutes pour être en gratitude de ce que vous avez déjà. Et si vous avez cette répartition émission, réception et gratification, vous allez obtenir très rapidement de très bons résultats. Ce que j'appelle de très bons résultats, c'est développer vos capacités. OK ? Et nous, on va s'intéresser à réceptionner des messages. Pour réceptionner un message, il faut venir habiter cet espace qui est la poitrine. La poitrine, le cœur, est prouvé scientifiquement, on l'a mesuré, émet au niveau vibratoire électriquement parlant 5000 fois plus que le cerveau crânien. Cette grosse éponge toute molle, qui est en fait une tour de contrôle pour vous assurer de pouvoir bouger vos doigts, réfléchir, etc. Donc, ça émet 5000 fois plus. Donc, si vous êtes en réception depuis ici, vous aurez beaucoup plus de messages que si vous vous attendez à entendre, voir et percevoir comme dans la matière, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça quand vous êtes dans le champ subtil. Et dans le champ subtil, j'ai déjà fait d'autres ateliers sur ça, c'est fou comme c'est subtil quand on perçoit. Vous êtes très nombreux à déjà percevoir, mais parce que vous attendez un truc beaucoup plus évident, eh bien, vous passez à côté des messages. Et c'est vraiment subtil. Et c'est tellement subtil que ça vous demande d'être capable de rester statique longtemps pour ressentir pleinement. Et pour ça, il va falloir s'asseoir et se mettre en contact de soi-même. S'asseoir et respirer. La pratique du pranayama. Si vous n'arrivez pas à méditer sans musique, sans rien, sans guidance, je vous invite dès demain matin, voire même dès ce soir avant de vous endormir, à pratiquer le pranayama, qui est la respiration du prana. Le prana, c'est une énergie qu'il y a dans l'air qui descend. C'est des particules de lumière qui descendent. Ce sont des choses qui sont absorbées par les animaux et les plantes. Les plantes s'en servent pour grandir. C'est indispensable, ce prana. Donc, les feuilles absorbent le prana pour faire grandir les plantes. Et nous-mêmes, les humains, nous nous en nourrissons, mais sans conscience. Donc, si on avait conscience, on pourrait l'inspirer. Les pranas est très facile à voir. Vous sortez par un jour de lumière comme aujourd'hui, vous regardez dans le ciel et vous allez voir plein de petites paillettes qui descendent sur vous. C'est hyper facile à voir. Vous le voyez déjà tous. Sauf que, comme on ne vous a pas expliqué ce que c'était, eh ben, vous n'y prêtez pas attention et vous n'avez jamais pris le champ de conscience de le regarder. Mais tout le monde le voit, le prana. Absolument tout le monde. Donc, le prana, le pranayama, c'est une technique de respiration du prana, donc de la lumière. Et très souvent, vous le connaissez si vous faites du yoga. Ça consiste à venir boucher ses narines. Alors, pas la narine là. J'attends que vous ayez fini d'écrire. La narine, ce n'est pas là qu'il faut la boucher. C'est là. Vous savez, il y a l'os du nez. Et en fait, on vient boucher ici. On vient boucher alors avec le pouce. Et on vient boucher avec l'annulaire, l'autre côté. Donc, ça y est, je parle comme un canard. Et ce qui est bien, c'est de venir poser les deux doigts majeur et index sur le troisième œil, comme ça. Vous voyez bien? Et on va venir faire des respirations donc alternant. Inspire, narine gauche. Sur 4 temps, je bloque. J'expire, narine droite. J'inspire par la même narine. Je bloque. J'expire, l'autre côté. C'est très simple. Maintenant, je vais vous donner un peu de contenu sur la respiration. Ces pratiques de pranayama sont très courantes dans les cultures indiennes ou les cultures bouddhiques. Donc, vous allez trouver sur Internet plein de façons, donc vous allez vous renseigner sur la respiration pranique et vous allez trouver qu'il faut inspirer 4 temps, maintenir 4 temps, expirer 6 temps, etc. Et que si vous ne le faites pas, vous le faites mal, Au niveau du souffle et de la respiration, nous sommes absolument tous différents. Et les poumons est un organe extrêmement fragile.
on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les poumons. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à ce genre de pratique, n'allez pas vous contraindre à respecter ce qu'on vous dit bêtement parce que vous pourriez faire péter vos alvéoles et vous détruire les poumons. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Mes conseils, et là je parle du point de vue de la relaxologue, c'est que lorsque vous mettez en place des pratiques de respiration dans votre vie, je vous invite à aller dans vos capacités. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à pratiquer le pranayama, vous allez simplement respirer comme ça vous vient naturellement. Et vous allez respecter votre corps. Et c'est l'idéal parce que vous allez apprendre à sentir votre corps. Et vous allez voir qu'il y a des jours, vous allez faire la technique de pranayama et vous allez vous sentir super bien et vous allez pouvoir aller loin dans vos expires. Et le lendemain matin, vous ne pourrez plus le faire. Pourquoi? C'est comme ça. Votre physiologie, elle change tous les jours. Donc, l'objectif, c'est de venir vous connecter à ce que vous êtes capable de faire au moment où vous pratiquez. Et surtout pas de respecter un rythme parce qu'on vous dit de respecter un rythme, sinon vous le faites mal. Vous irez respecter cette technique quand vous vous sentirez prêt et quand ça ne sera pas, ça ne vous met pas en difficulté respiratoire. D'accord? Quand vous pratiquez au bout d'un moment, vous savez le faire. La pratique du pranayama est excellente parce qu'elle nettoie toutes vos énergies. Lorsque vous faites de la pratique du pranayama, ça vous demande une telle concentration dans le souffle et dans la technique que vous allez débrancher l'intellectuel. Vous allez être obligé de couper le mental. Et ça va commencer à vous inculquer que vous n'avez plus besoin de cette agitation mentale. Essayez de penser à votre liste de courses et à tout le reste en pratiquant le pranayama. Vous allez voir, vous allez perdre le fil du pranayama et donc vous vous recentrez sur la pratique. Et ça vous aide à conserver la méditation. Parce que méditer, ce n'est pas être le cul assis par terre et attendre. Méditer, c'est être conscient de ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant. Donc, même pendant que je vous parle, je fais un acte de méditation. Méditer, c'est pas attendre. Méditer, c'est être conscient, pleinement conscient. Ça veut dire que vous pouvez être en méditation en pratiquant des respirations. C'est même tout à fait ce que je préconise pour ceux qui commencent parce que ça va leur inculquer quelque chose. Le souffle respiratoire va augmenter votre taux vibratoire et si vous faites du pranayama une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, très rapidement, vous allez développer vos capacités médiumniques et vous allez dire, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Parce que c'est vraiment hyper efficace et vous obtiendrez des résultats immédiats. C'est certain. J'ai des gens qui viennent s'asseoir chez moi en consultation. Je leur dis, est-ce que vous avez des pratiques méditatives? Ils me disent, oui, je pratique 10 minutes matin, midi et soir. Je dis, depuis combien de temps? 1 mois. Il va falloir qu'on commence à parler des éléphants roses que vous voyez. Comment vous le savez? C'est évident. Avec une demi-heure de méditation depuis 1 mois, forcément, vous avez développé des capacités médiumniques. Et les gens me disent, mais comment vous le savez? Et je ne savais pas à qui en parler. Mais c'est évident. Si vous pratiquez autant, vous allez forcément développer vos capacités. Par contre, attention, une alerte. Si vous faites vos pratiques par obligation et non pas avec l'envie, le cœur ouvert, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça doit vous faire du bien. Et si vous faites une pratique par ego et par contrôle et par il le faut que je le fasse, ça peut même vous desservir. Et là, vous reviendrez me voir en disant tes trucs, ça ne marche pas, c'est bidon. Mais oui, parce que si tu le fais parce que tu le dois et non pas parce que ça te fait du bien au moment où tu le fais, ça te desservira. C'est tout la qualité d'être d'un être de lumière. Vous devez être dans le plaisir, dans la joie et dans l'amour. Et si vous faites des choses par contrainte, ça vous desservira. Mais du coup, c'est génial parce que vous savez qu'à chaque fois que vous êtes en train de kiffer quelque chose, vous êtes en train de réussir. Et il n'y a personne d'autre que vous-même qui est en mesure de le mesurer ou de l'estimer. Vous comprenez? Donc, personne ne peut vous dire tu dois pratiquer du tai chi tous les jours, c'est indispensable, sinon tu n'y arriveras pas. Non, non. C'est mesurer votre taux de bonheur et de joie à faire une pratique. Et si ça vous met en joie, alors vous êtes au bon moment, au bon endroit. Et si ce n'est pas le cas, changez de pratique.
D'accord? Ça veut dire que vous êtes vraiment maître de votre destin. Vous êtes vraiment les guides. C'est vous le guide. Et c'est aussi normal que vous ayez envie de goûter à plein de techniques différentes pour trouver la meilleure et celle qui est la mieux pour vous. Et dites-vous que vos guides vous poussent à ça. Ils vous poussent à aller vers plein de techniques pour que vous puissiez explorer plein de choses. Okay? Donc, c'est tout à fait normal de changer tout le temps. Okay? Alors, le pranayama, c'est la première technique que je vous invite vraiment à essayer. Et je vous garantis que ça va vous donner des résultats vraiment pertinents. En 10 jours, vous avez des résultats. Une alerte, quand on commence à pratiquer les respirations comme ça, on peut avoir des sensations de tournis, la tête qui tourne, pas sentir bien. Vous allez me dire, oh là là, ton truc, c'est pas pour moi. Moi, ça me fait tourner la tête, ça me rend... C'est normal parce qu'en fait, comme on respire pas correctement, on va stocker du dioxyde de carbone, ce qui est en fait ce qu'on est censé expirer. Et quand vous vous mettez à avoir des pratiques de respiration normales, la première chose qui va sortir, c'est ça. Et ça vous donne cette sensation d'être complètement paumé au niveau de faire des vertiges. Si c'est insupportable, vous arrêtez, vous reprendrez et vous allez vous habituer au bout de plusieurs jours. L'autre truc, c'est que si vous êtes un être hypersensible, que vous commencez et que vous n'avez pas encore tout à fait sécurisé votre être intérieur, en venant pratiquer des respirations, ce qui peut se jouer, c'est que vous débloquez le diaphragme, qui se met à avoir une amplitude normale, qui va venir accrocher ou bouger vos émotions, et ça peut vous faire partir en cacahuète. D'accord? Donc, la respiration peut vous déclencher des fortes émotions et c'est tout à fait normal. Ok? Donc voilà les deux alertes par rapport à cette pratique-là. Les autres pratiques que j'ai envie de vous proposer, qui sont très faciles à mettre en place, c'est de travailler avec des huiles essentielles. C'est pour ça que je vous ai proposé d'aller en chercher tout à l'heure. Et en fait, les huiles essentielles et les pierres, je vous invite à faire ça si vous êtes connecté aux élémentaux, aux énergies, des énergies du monde d'en bas, donc chamaniques, les élémentaux, les elfes, les lucioles, les machins, les médeux, voilà. Parce que ce sont vraiment les énergies des mondes d'en bas, ça. Les minéraux et les fleurs. Donc, l'idée, c'est de venir choisir, si vous avez une aromathèque, vous pouvez prendre un pendule et puis demander l'énergie que vous pouvez travailler aujourd'hui. Et vous allez venir simplement vous asseoir et passer le flacon sous votre nez. Et l'odeur va venir questionner quelque chose en vous. Elle va lever une sensation agréable, désagréable, un souvenir. Vous allez sentir voilà, que ça bloque ici, ça vit là, ça fait ça, ça. Et en fait, il faut savoir qu'on a une mémoire olfactive hyper forte et que dans les moments où vous avez subi des traumas, votre cerveau a enregistré les odeurs qui étaient dans l'environnement lors du traumatisme. Et quand vous faites passer des odeurs comme ça et que vous travaillez plusieurs jours de suite, alors plus ça pue et plus c'est lié à un trauma. Hein. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Et plus vous allez travailler, eh bien en fait, sans avoir besoin d'aller chercher dans la psyché ce qui s'y raccroche, vous allez venir nettoyer et épurer des traumas. Donc, vous pouvez vraiment utiliser l'aromathérapie comme ça. Donc, est-ce que ça me rappelle quelque chose, un souvenir ou une sensation? Qu'est-ce qui est rattaché à cette odeur? Et vous vous mettez en méditation. Donc, vous vous mettez dans une posture confortable et vous faites ça, vous passez le flacon et vous ressentez votre corps. Et ça, c'est aussi une pratique méditative. Et en même temps, vous travaillez vos champs émotionnels et votre connexion au corps. Qu'est-ce que ça me fait quand je fais ça? Vous le faites 5-10 minutes, vous avez médité. Et vous n'avez pas été en guidance. Et vous êtes complètement connecté à vos sens, notamment l'olfactif. Et le kinesthésique, parce que vous allez ressentir dans votre corps ce qui se vit. D'accord? Associez-y la respiration et une amplitude respiratoire. Vous inspirez pour ressentir l'odeur. Vous expirez pour ressortir toutes les sensations désagréables du corps. Voilà. Et vous le faites aussi longtemps que ça vous fait du bien. S'il y a une journée, vous avez envie de le faire un quart d'heure, vous faites un quart d'heure. Si le lendemain, vous avez fait une demi-heure, une demi-heure. Si vous avez faire que 2 minutes, vous faites que 2 minutes. Le principe, c'est dès que ça me saoule, j'arrête. Quand je prends plus de plaisir, j'arrête. Ça va? Et vous pouvez faire la même chose avec les cristaux. Si vous êtes énergie minérale, vous allez venir vous installer et vous allez venir prendre la pierre. Je vous incite surtout à déclencher les chakras cœur des mains, donc en venant les frotter, d'accord, pour activer un peu l'énergie dans vos fluides de main. Et puis, vous prenez ces minéraux, vous les mettez dans vos mains et vous allez, pareil, avoir toujours un peu de connexion terre-ciel, votre ancrage. Et puis, vous allez ressentir la vibration du minéral. Vous pouvez en prendre plusieurs pour, voilà, un coup, le quartz rose,
un coup l'apatite, un coup la labradorite, et vous changez de pierre et vous sentez qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle me communique, qu'est-ce qu'elle peut me faire. Vous pouvez prendre aussi des plantes, vraiment des plantes que vous avez chez vous. Prenez une hortensia, vous prenez une orchidée, vous les prenez dans vos mains et vous sentez l'énergie, un basilic, ce que vous avez, hein, même des plantes aromatiques, et vous essayez de sentir l'énergie de la plante. Vous pourriez être surpris au bout d'un moment d'avoir des informations qui vous parviennent, quoi. Ce que vous pouvez faire en pratique aussi, moi je pratique beaucoup à nettoyer mes chakras. Ne serait-ce que ça, c'est se mettre en contact avec ces chakras ou faire des pratiques comme celles que je vous ai enseignées, c'est-à-dire calibrer droite-gauche. Donc je respire qu'à droite, je respire qu'à gauche, je respire qu'en haut, je respire qu'en bas, je respire devant, je respire derrière, je respire tous les sens en même temps et je m'en vais. Là, vous avez pareil, vous n'avez pas besoin de guidance. C'est facile de se souvenir droite-gauche, haut, bas, devant, derrière. Et tout en même temps. C'est hyper simple. En fait, voilà, il faut simplement occuper l'esprit avec quelque chose que vous allez faire étape par étape. Et à force de pratiquer comme ça, au bout d'un moment, vous allez vous asseoir et vous allez dire, bah, maintenant, je demande à partir à tel endroit pour avoir des enseignements. Alors, vous allez avoir des flashs. Vous pouvez dire, bah voilà, par exemple, je sais que je suis dragonnier. Eh bien, je demande à ce que les dragons viennent m'enseigner. Alors, vous pouvez très bien faire une pratique de pranayama. Et puis, juste après, de dire, bah voilà, je voudrais que les dragons viennent pour m'enseigner. Et puis, 2-3 jours, vous allez peut-être pas avoir suffisamment de subtilité pour capter qu'il se passe un truc. Et 5e jour, bah, vous aurez suffisamment développé la subtilité pour capter un truc et vous dire, oh, ça y est, je suis en contact avec mes dragons. Alors que vous l'étiez les jours d'avant, mais votre champ subtil n'était pas encore assez fin pour que vous captiez ce qui se passe. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez parvenir à vraiment rencontrer et connecter à vos pleins potentiels de médium et d'aller connecter à ce qu'il y a de l'autre côté. Vous pouvez continuer à avoir des pratiques guidées pour venir travailler. Par exemple, vous trouvez des pratiques méditatives sur le rejet, sur l'abandon. J'en propose aussi sur YouTube, où je vous fais travailler la reliance des 3 cœurs pour vous apprendre à être tantôt dans l'éponge molle, tantôt dans le cœur, tantôt dans les émotions, pour respirer dans les 3 et apprendre à être dans les 3 champs de conscience séparément. C'est intéressant d'aller tester des méditations pour voir ce qui peut être intéressant, et puis après, vous les refaites tout seul, sans la guidance, en vous disant, bah, la dernière fois, on m'avait fait respirer là et là et là, ou alors on m'a proposé d'aller à tel endroit, et je vais le refaire tout seul pour voir ce que c'est. Mais la différence, c'est qu'on ne vous donnera pas de tempo. On ne va pas vous dire, bon, bah, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça, voilà. Et ça fait une grosse différence parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même pleinement et totalement. Et c'est un indispensable pour pour développer vos capacités. Ça passe forcément par qui vous êtes et ce que vous êtes. Donc, tant que vous n'allez pas capturer et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, vous n'y arriverez jamais et vous serez toujours dépendant de la guidance de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que entre vous et moi, hein, vous avez tous ce potentiel. Hein. Tous. Tous, vous pouvez le faire. Après, il y en a qui vont mettre plus de temps que d'autres ou qui vont avoir plus d'aisance que d'autres. Voilà. Alors, je vais aussi parler d'un autre effet. C'est Françoise qui m'a posé la question tout à l'heure, on était toutes les deux. Et elle m'a dit, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu des... Tu permets que je parle de ça, de cet effet de spleen? C'est OK? Que je témoigne que c'était toi qui m'as posé la question? En fait, elle me dit, voilà, je comprends... Enfin, j'ai une interrogation parce que j'ai eu des fortes canalisations, voilà, j'ai vécu des trucs super sympas. Et juste après, pendant 2-3 jours, j'étais pas bien, quoi. Je me sentais triste, vide, pas bien. C'est un état, elle m'a nommé dépressive, quoi. Enfin, ça fait penser à ça. Et j'ai tout de suite identifié ce que c'est. J'en ai déjà parlé. Pour certains, ça va être une redite. En fait, il s'avère que quand vous augmentez votre taux vibratoire, et sachez que tout ce que je viens de vous expliquer va avoir fonction d'élever votre taux vibratoire. Hein, les méditations et le travail énergétique et tout ça, ça va élever votre taux vibratoire. La respiration, c'est ce qui élève le plus le taux vibratoire. Donc, vous élevez votre taux vibratoire. Ça va vous permettre de commencer à connecter à des trucs. Vous allez tous revenir à un moment, dire ça y est, j'ai mes canalisations, je travaille des trucs, je vois mon guide, etc. Et puis après, quand on ne maintient pas le taux vibratoire, il y a une descente d'énergie qui se produit, une descente de vibration, de taux vibratoire. Et ça va créer. Alors, Amy est sortie, elle revient. Elle a dû être déconnectée, petite mère. Voilà. C'est bon, Amy?
Ok. Et donc, quand vous redescendez, eh bien, ça va créer un état de spleen, c'est-à-dire que le taux vibratoire, il est au début difficile de le maintenir élevé. Et la contrepartie, c'est que quand vous redescendez, ça vous donne cette sensation de mélancolie, voire de dépression. Vous vous sentez vide, vous vous sentez mal, vous avez une sensation d'abandon, de rejet, enfin, vous vous sentez extrêmement mal. Et c'est l'état de spleen, de descente d'énergie, de descente du taux vibratoire. Pour contrebalancer ça, la respiration est très efficace. Donc, quand vous êtes dans une descente, vous remettez, voilà, vous vous concentrez sur vous, faites des pratiques de respiration, amplitude, j'inspire, j'expire, et je conscientise que je remonte mon taux vibratoire. Et vous allez voir, votre état émotionnel va tout de suite se poser, s'arrêter, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une demi-heure après, ça va redescendre. Et en fait, c'est voilà, le temps que vous mainteniez votre taux vibratoire élevé. Une autre méthode que je voudrais vous parler en termes de respiration qui, moi, m'a beaucoup aidée au début quand j'ai commencé à vraiment bien travailler au quotidien mes dons, c'est la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, vous en trouvez plein sur YouTube. Et moi, j'avais pour habitude avant chaque travail de pratiquer 5 à 10 minutes de cohérence cardiaque, qui ressemble beaucoup au pranayama, mais sans les mains et le nez, comme ça. Et ça me permettait de vider mon mental, de calibrer dans mon cœur, d'ouvrir mes énergies, d'augmenter mon taux vibratoire. Donc, la cohérence cardiaque, c'est absolument accessible à tous et c'est génial pour ça. Vous trouverez aussi pour le pranayama sur des applications mobiles, vous en trouverez plein. Vous tapez pranayama sur Play Store et je ne sais plus comment s'appelle l'iPhone, je ne sais plus. Non, Play Store, c'est iPhone. Et bref, les trucs de plateforme, là. Vous tapez pranayama et vous en trouverez bien plein. Vous pouvez les tester. Certaines sont payantes, certaines, il y en a un petit peu qui sont gratuites. Et ça peut vous aider à commencer la pratique aussi. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la pratique méditative? La pratique méditative aussi, vous pouvez la faire. Il existe ce qui s'appelle les pratiques de Osho, qui sont des pratiques où c'est comme de la danse. En fait, vous allez répéter un mouvement pendant 1 heure, le même mouvement, mais dans 4 directions différentes. Et ça va vous faire comme une transe. Et au bout d'un moment, le fait de devoir vous concentrer à faire toujours le même mouvement, mais dans 4 directions différentes, eh bien, votre cerveau, il décroche. C'est le même principe que pour la respiration. En fait, le tout, c'est d'occuper votre mental. C'est ça le plus dur quand vous commencez. Quand vous n'êtes pas sous guidance et que vous ne devez pas suivre une recette, c'est que ce mental vous perturbe. Donc, trouvez des astuces, allez sur méditationfrance.fr, vous allez trouver beaucoup de pratiques différentes. Il y a aussi ce qu'on appelle le Vipassana. La respiration Vipassana, en fait, elle consiste simplement, vous vous concentrez uniquement sur la sensation que vous avez sur, vous savez, les lèvres supérieures quand vous inspirez et vous expirez. Vous vous concentrez sur ce que vous ressentez uniquement dans cette zone-là du corps, aussi longtemps que vous pouvez. Il y en a qui le font une journée entière. Hein. C'est taré. Hein. Moi, je n'ai jamais expérimenté, mais ça peut être sympa. Vous pouvez aussi expérimenter le plus longtemps que j'inspire, le plus longtemps je bloque ma respiration et le plus longtemps j'expire. Attention, souvenez-vous, les poumons sont fragiles, donc ne le faites pas au début. Et bien moi, ça me fait péter les bouchons, mais en 2-2, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai un blocage dans mon chakra, je fais ce truc-là. Et il m'est arrivé de tenir genre 2 minutes sans respirer et je n'ai pas compris. Et parfois, il arrive même, et ça c'est une sensation que j'ai déjà eue et certaines personnes décrivent quand ils pratiquent vraiment la respiration à haut niveau, on a l'impression, donc on bloque la respiration au niveau du nez, de la bouche, et on a l'impression qu'il y a comme une vibration, une membrane qui se crée là, au niveau du chakra-gorge, et que la respiration se fait par ici. C'est très impressionnant. Stéphanie, tu l'as vécu ? Je te vois réagir. C'est très impressionnant à vivre et on a l'impression qu'on continue de respirer alors qu'on sait bien que rien ne passe dans la gorge. C'est très impressionnant à vivre. Tu l'as vécu, Stéphanie? Ça fait comme les branchies des poissons, en fait. Ça a l'impression qu'il y a un truc qui est en train de s'ouvrir là et ça vibre. Donc, tu l'as expérimenté? Je ne sais pas si tu as entendu. Oui. Et vraiment, quand vous en arrivez là, et vous pouvez rester peut-être plusieurs minutes, et même moi, il m'est arrivé d'avoir des pratiques où je me suis dit, mais comment c'est possible d'être encore en vie, quoi?
Ça peut aller très, très loin. Et ça, c'est vraiment ce qui va ces pratiques-là, c'est ce qui va vous ouvrir le plus vos qualités de perception, de concentration, d'axe, etc. Ça vous ouvre les énergies, ça vous expande, c'est exceptionnel, quoi. Et vous pouvez tenir, il y a des fois, vous tenez des heures et des heures à respirer parce que vous prenez des kiffs, mais complets. Au niveau de l'énergie de la Kundalini, vous n'imaginez pas les effets que ça fait, c'est sensationnel. Donc, l'énergie de Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'énergie sexuelle qui monte et qui ascensionne. Donc, c'est des pratiques qui sont très intéressantes. Et je vous invite dès aujourd'hui à les mettre dans votre pratique du quotidien. Parce que je suis sûre de mon coup, vous allez revenir vers moi en disant « mais c'est exceptionnel, si j'avais su avant, voilà, j'aurais commencé par ça. » Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui veulent partager des choses que je n'aurais pas parlé et qui connaissent des méditations, des pratiques et qui ont envie de partager leurs expériences? J'ai posé une question écrite. Comment on peut savoir que notre taux vibratoire augmente en fait? Comment on peut percevoir à un moment donné que ça augmente? Alors, ton état émotionnel. Et évidemment. Alors, dans Guérisseur Intuitif, j'apprends à le mesurer avec, vous connaissez tous, l'échelle de Bovis et le pendule. Tu dois connaître. Eh bien, en fait, moi, je ne suis pas du tout fan de cette méthode. Donc, je l'enseigne, mais je ne la pratique pas. Parce que je dis que la meilleure façon de connaître son niveau de taux vibratoire, c'est son état émotionnel. C'est simple. Quand tu te sens comme un enfant, tu sais, les enfants, ils ont un peu cette fantaisie, ils rigolent tout le temps de tout, ils s'émerveillent, ils sont un peu électriques comme ça. Ton taux vibratoire, il est élevé. Donc, ça veut dire que, en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait se rapprocher de son enfant intérieur. En fait, il faut écouter son cœur et se rapprocher de son enfant intérieur le plus possible et ça va naturellement augmenter, quoi, tout simplement. Un peu imagé, mais… C'est ça. Mais c'est l'objectif. Et tu vois, dans Ouverture du canal médiumique, donc le niveau 1, je vous parle des enseignements et des blessures, des failles et des blessures. Et dans le niveau 2, il y en a un dans 15 jours, mais vous ne demandez pas, il est complet. Je ne parle que de l'enfant intérieur. Mais il y en a qui sont là qui viennent à ce stage-là dans 15 jours. Et je ne parle que de l'enfant intérieur parce que quand tu es dans ton enfant intérieur, ton taux vibratoire est élevé. Et moi, je sais que quand mon taux vibratoire est élevé, je suis insupportable. C'est-à-dire que je rigole tout le temps de tout, je me fais des blagues, je suis les licornes, les bisounours, les paillettes. Et là, ton taux vibratoire, il est élevé. Et au contraire, quand tu es dans un état de spleen, de bad, tu moulines, là, tu es bas. Et ça, c'est magique. Une fois que tu as compris ça, quand tu es amoureux, ton taux, il est élevé. Et d'ailleurs, on dit que quand on tombe amoureux, on expanse nos énergies et nos dons. C'est pas pour rien. Parce que quand on tombe amoureux, en fait, ça amplifie nos énergies, nos vibrations et ça permet de descendre les dons. C'est magique. Donc, ça te convient comme réponse? Oui. Une autre question qui me vient en même temps. Donc, ça veut dire que si on a un enfant intérieur qui est marrant, un petit enfant intérieur qui est bien marrant, qui aime bien s'éclater, est-ce que ça a une cohérence au fait qu'il monte un peu en taux vibratoire un peu plus élevé ou c'est son style, il est comme ça? Alors, à la base… Alors, je ne connais pas l'échelle exacte, mais il y a une échelle qui monte. On s'en fout d'échelle parce qu'en plus, Gaïa, elle ascensionne, donc les chiffres changent tout le temps, donc les chiffres, ils changent tout le temps. Ouais. Et puis, tu vois, c'est pas très cohérent, on m'a déjà mesuré en plusieurs milliards. Quel est l'intérêt? On ne sait plus au bout d'un moment, quoi. En fait, tous nos enfants intérieurs sont joyeux et heureux parce que ce sont tous des étincelles de vie qui proviennent de la source et qui sont indemnes et qui sont bourrés de lumière. Par contre, quand tu te connectes à ton enfant intérieur, Cédric, tu peux le trouver très triste parce qu'il a subi des traumas et qu'il a besoin qu'on le répare. Et c'est en ça que, thérapeutiquement, moi, dans mes stages, je vous apprends à vous connecter à cette partie de vous avec beaucoup de sécurité et que je fais attention et que je fais toujours des entretiens téléphoniques et que je m'assure de qui vient à mes stages parce qu'il n'est pas question pour moi de faire 2 jours de stage sur l'enfant intérieur, que tu rentres chez toi et que tu te foutes une balle. Parce que c'est ce qui peut arriver. J'ai déjà fait des reconnexions en atelier comme ça. J'avais pris le risque et la personne est carrément sortie. Et moi, quand j'ai un groupe de 16 personnes et que j'en ai un qui part, je suis dans la merde. Et c'était un jeune suicidaire en plus. Parce que la connexion, elle était trop violente pour lui, quoi. Et en fait, l'enfant intérieur, c'est une bombe à retardement. Si tu y vas et que tu n'es pas sécure et que ton enfant, il est bourré de trauma,
eh bien, ça peut te faire péter un câble. Donc, moi, mes stages, je ne les fais qu'avec des gens que je connais, qui sont déjà venus en niveau 1. Ou alors, si ils ne sont pas à proximité et que je ne peux pas les suivre en thérapie après, je leur demande d'avoir un accompagnement thérapeutique, de savoir qui appeler, si après en post-stage, ça soulève des blessures ou des traumas trop importants, mais qu'ils sachent à qui s'adresser. La majorité du temps, quand je fais des connexions à l'enfant intérieur, et j'en ai fait avec certains d'entre vous il n'y a pas longtemps, généralement, ça soulève beaucoup de lumière. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de larmes, il y a très souvent des prises de contact dans les bras. C'est très souvent ça, mais des fois, non. Et pour tout vous dire, il y a même des enfants intérieurs qui sont décédés. J'en ai vu. Donc, en stage, il n'y a pas longtemps, en niveau 2, quelqu'un est venu, je ne sais pas si l'un d'entre vous était présent pendant ce stage, et la personne me dit, j'arrive pas à connecter à l'enfant intérieur. Je l'ai pris à la part, je suis montée pour voir, effectivement, l'enfant intérieur était décédé. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Eh bien, trauma trop important, l'âme se tire, l'enfant décède. Donc, vous êtes toujours vivant, toujours sur l'incarnation, sauf que votre étincelle de vie, elle s'est fait la malle. Et alors là, tu peux ramer des années, hein. Il n'y a plus de lumière. Hein. Donc, le principe, c'est que moi, du coup, je fais du bouche à bouche à l'enfant intérieur, je le fais revenir. Et quand il est réintégré, alors là, par contre, la personne qui quitte mon stage, elle me dit, mais je vis une nouvelle vie, quoi. Évidemment. Parce que quand tu es de nouveau en contact avec cet enfant intérieur, mais tout devient incroyable. Donc, en fait, c'est exactement ce que tu as dit, Cédric. Notre travail, c'est principalement d'aller connecter à cet enfant-là parce que c'est votre guide. C'est lui qui sait tout de vous. C'est à lui qu'il faut aller poser les questions. C'est lui qui sait ce que vous devez faire. Il a tous vos traumas, il a tous vos dons, il a toute votre lumière. Et c'est pour ça qu'on parle d'un guide intérieur. C'est l'enfant intérieur en réalité. Merci. Ça va? Ouais, super. Et quand tu es léger comme un enfant, et quand tu te sens comme un enfant, quand tu as envie de jouer comme un enfant, quand tu t'extasies comme un enfant, quand tu as envie de courir comme un enfant, ton taux vibratoire est élevé. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des talismans. Ce week-end, j'en ai fait. Et mon taux vibratoire, il n'y a rien à faire. Dès que je fais ces talismans, mon taux vibratoire monte de fou. Et juste après, j'étais insupportable. Je riais toute seule. Enfin, j'étais oui, comme ça, non, une petite fille, quoi. Parce que mon taux était élevé. Et aussi longtemps qu'il sera élevé, je suis insupportable. Voilà. Et donc, ça se sent. Et au bout d'un moment, tu sens. Tu sens quand ton taux monte et quand tu deviens… Et donc, quand je fais les stages de guérisseur, d'ouverture du canal numéro 2, ça peut partir dans des délires de fou rire et tout ça, parce que quand on monte nos taux vibratoires et qu'on est un collectif de 10 personnes connectées à l'enfant intérieur et que ça… Mais alors là, on peut partir on sortirait une marelle et des cordes à sauter, on irait, quoi. Enfin, c'est génial. Là, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, je voulais rebondir sur ton histoire de méditation. Moi, j'aime bien méditer parfois avec de la musique, tu sais, genre le chant des baleines ou des trucs comme ça. Et, ou à faire des méditations aussi, tu sais, en me connectant aux arbres ou des choses comme ça. Ouais, et tu veux quoi? Tu veux partager ou tu veux que je réponde à… C'est une question. Je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait des pratiques de méditation un peu différentes. Ouais. Alors, le son, c'est bien si vous mettez des musiques comme ça parce qu'en fait, le son fait partie de vos sens. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'olfaction. Et effectivement, vous pouvez travailler avec le son. Donc, vous mettez dans un endroit, vous mettez une musique et vous vous concentrez uniquement sur ce que vous entendez comme si vous l'entendiez pour la première fois. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la méthode Vitose qui travaille sur les 5 sens. Vous pouvez le faire avec le goût. Vous prenez un morceau de carré de chocolat et vous faites une méditation rien qu'en mettant le morceau de chocolat dans votre bouche. Et pendant aussi longtemps qu'il va mettre de temps à fondre, vous faites une méditation en contact avec votre palais gustatif. Et vous pouvez le faire avec tout, avec le toucher. Donc, vous prenez votre animal de compagnie, votre chat se pose sur vous, vous fermez les yeux et vous allez venir toucher le chat et ressentir les énergies du chat et toucher comme si vous touchiez la première fois. Et vous pouvez toucher toutes les parties du chat comme si vous touchiez pour la première fois. Votre corps, vous pouvez le faire aussi. Mesdames, messieurs, mais je pense aux dames parce que nous, on a tout un chemin de parcours de féminin, du féminin sacré, mais les hommes aussi peuvent le faire. Hein, c'est vrai que je dis un peu vite. Venir toucher son corps comme si on touchait pour la première fois toutes les parties de son corps, se mettre nu et toucher son corps partout. Ça peut être aussi une méditation. L'objectif, c'est d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'adore méditer en faisant la vaisselle. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je me suis mis à aimer faire la vaisselle parce que quand je fais la vaisselle, je suis systématiquement en méditation. Et du coup, ce que j'aime faire,
c'est être complètement en contact avec les différentes sensations du toucher de l'eau, des textures alimentaires, des textures de toutes des différents ustensiles que je touche, etc. Et j'explore à chaque fois comme si c'était la première fois que je touchais ce que j'étais en train de laver, quoi. Donc, tout peut devenir méditation dans votre quotidien. Absolument tout, tout le temps. Là, même en train d'écouter, vous pouvez méditer. C'est juste ça qu'il faut que vous compreniez. La méditation, c'est un champ de conscience et de présence à soi, là, à l'instant présent. C'est aussi la pleine conscience de Christophe André, hein, qui l'a beaucoup vulgarisé, qui nous a beaucoup ramené en France et qui est un vrai trésor. Moi, la pleine conscience, je l'ai mis dans ma vie en 2013. Donc, j'ai commencé à méditer, j'avais 20 ans, donc en 2004. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Et j'ai commencé à mettre la pleine conscience en 2013 dans ma vie et donc à vivre tout le temps en pleine conscience. Pour vivre tout le temps en pleine conscience, il existe un truc, c'est mettre des petites sonneries, des petites cloches. Il y a des applications qui existent, pareil, et que vous pouvez trouver, qui sont souvent en anglais avec la notion de bell, B-E-2-L, qui veut dire cloche. Et en fait, le principe de l'application, c'est qu'elle va se mettre à sonner de façon totalement aléatoire dans la journée. Et quand vous entendrez le son, c'est pour vous dire reviens à ton état de conscience. Et ça, je l'ai fait pendant plusieurs mois. À l'époque, je travaillais chez Pierre et Vacances sur les plateaux téléphoniques et toute la journée, ils entendaient ma petite cloche. Ils me disaient, mais tu fais quoi, Estelle? Et bien, ça me permet d'être en pleine conscience. Et il y en a plein qui se sont mis à le faire en me disant, ah, moi aussi, je veux le faire. C'était génial. Donc, du coup, sur tout le plateau, on entendait tout le temps ding, 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 et tout le monde se mettait à faire en pleine conscience des trucs, quoi. C'était extraordinaire. Et c'est pas un truc voilà, qui était trop fort et on m'a jamais repris pour ça, quoi. Donc, c'est des trucs tout simples, mais que vous pouvez mettre dans votre vie en place pour vous permettre d'être tout le temps là, au moment présent. C'est des trucs vraiment simples, quoi. Hein. Mais c'est juste que c'est pas connu, pas vulgarisé. Et donc, on va vers ce qu'on connaît plus, la méditation guidée. Ça va? Pour témoigner un petit Est-ce peu, que tu… pour témoigner sur la pardon. Ah, c'est bon. Pour témoigner sur la méditation, je médite depuis 2 ans et j'ai commencé avec YouTube et j'ai fait de la méditation guidée, quoi. Et c'est vrai que le jour où j'ai arrêté YouTube et que je l'ai fait tout seul, c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir. On a une perception des choses, mais alors c'est plus dur à canaliser son mental, à des moments, c'est faut pas trop vouloir être exigeant, surtout au début. Mais franchement, même aujourd'hui, ça arrive que bon, voilà, hein, mais c'est une autre, ouais, c'est une autre expérience. Voilà. C'est plus dur, mais ce qui vous allez en retirer, c'est incomparable. Moi, je peux pas faire, enfin, je fais très peu de méditation guidée ou quand on me les conseille, mais j'ai beaucoup de mal parce que je suis tellement habituée à être en contact avec moi et à respecter mon rythme et à aller vers ce que j'ai besoin que j'ai beaucoup de mal en fait. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Stéphanie? Oui, est-ce que tu peux redonner les infos sur ce dont tu as parlé tout à l'heure avec la danse et les 4 directions? Alors, c'est la danse Osho. O-S-H-O. La méditation d'Osho plutôt. La méditation d'Osho et c'est sur l'ouverture de cœur. Je crois qu'elle se nomme l'ouverture de cœur. Donc, sur Méditation France, vous devriez pouvoir la trouver. Elle est géniale à faire en forêt. Ok. Voilà. Donc ça, vous pouvez le trouver. Ce qui est génial aussi, c'est pratiquer des mantras. Moi, j'utilise beaucoup ça. C'est vrai que si j'avais plus de temps, je vous ferais faire ça. Moi, j'utilise beaucoup les sons parce que c'est mon truc. Et en méditation, ce que je fais en nettoyage, donc je vais vous faire une démonstration. C'est que je vais vous faire, alors je propose aussi en guérisseur intuitif. Donc, je me connecte à mon premier chakra et je fais le son mantra qui va avec. Ça, je médite. Parce que je maintiens mon attention sur le souffle et le son que je produis. Ça nettoie mes chakras parce que le son est formidable pour vos énergies et ça remplace la respiration. Et je suis tellement obligée de me concentrer sur mon mantra que je décroche là-haut, ce qui est l'objectif. L'objectif, c'est de trouver une parade pour que lui décroche et que vous ayez une intention centrée sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, des méthodes, il en existe plein.
Il suffit juste d'aller les expérimenter et trouver celle qui vous correspond. C'est pour ça que pendant mes stages, je vous en fais toucher je vous fais plein de petites dégustations, plein de petits trucs. Comme ça, vous pouvez goûter. Et il y en a certains, c'est des vraies révélations, quoi. Ils me disent, mais alors là, si j'avais su que ça me plaît, ben voilà, il suffit que tu essayes. Et après, les gens perdus, continuent, ils me font des retours en disant, mais c'est fou, depuis que je le fais, tout a changé. Mince, on devrait nous l'apprendre, ça, non? Donc, je vous invite à pratiquer et soyez curieux d'aller essayer tout ça, quoi. Donc, pareil, si vous voulez les mantras sur les chakras, vous tapez mantra chakra et c'est Vam, Lam, Ram, Ham, Hum. Et ça vous demande d'être tout seul. Vous avez besoin de personne. Alors, vous allez peut-être en trouver, vous allez l'expérimenter avec, au début, vous expérimentez avec des gens qui vous montrent et après, vous le faites pour vous. Et la vie, c'est de l'expérience. Expérimentez, vous ne pouvez pas vous planter. Moi, avant d'apprendre à faire ça, les premières fois que je les ai fait, je me sentais con. Hein. Mais après, quand j'ai vu les bénéfices, quand j'ai eu nettoyé tous mes chakras avec mes sons, je fais « Ah ouais, pas pareil, quoi. » Un quart d'heure de mantra de chakra, là, je ne suis plus la même, quoi. Bah, je vais le refaire. Et maintenant, moi, je vais carrément en nature devant tout le monde et je le fais mon fou total, quoi. Hein. C'est, au contraire, venez vous asseoir, faites avec moi, vous allez voir. Ça va? Ouais. On a dépassé 10 minutes, bientôt un quart d'heure, donc on va s'arrêter pour ce soir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose que je ne voudrais pas frustrer la personne? Non, c'est bon? On peut s'arrêter là pour ce soir. Ben, ça va? Est-ce que vous avez récupéré les informations que vous cherchiez ou est-ce que c'était ce que vous… Ouais, ça va? C'est OK? Donc, moi, mon but, c'est juste de vous lancer et que vous continuez. Donc, soyez curieux. Allez explorer. Je vous ai donné les différentes sources que vous pouvez aller tester et visiter. Et à vous de jouer, quoi. Régalez-vous parce que vous êtes votre propre maître intérieur. Vous avez tout en vous et c'est à partir de vous que tout commence, quoi. Vraiment. Régalez-vous et faites-moi des super retours comme quoi vous kiffez votre vie, vous faites des canalisations de dingue. Ça va? Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous envoie le lien. Donc là, je pense qu'il va falloir que je vais peut-être le couper. Je ne sais pas comment je vais le couper, mais je vais voir. Parce qu'1h40 à charger sur YouTube, ça va prendre du temps. Et je vous envoie à tous le lien dès qu'il est chargé sur YouTube pour que vous puissiez revoir l'intégralité de l'atelier autant que vous voulez. Je vous dis aussi dans mes actus, vendredi 11h, je vous propose un voyage de conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un voyage de conscience? En fait, c'est une méditation en quelque sorte guidée, sauf que mon objectif, c'est de tous vous mettre dans une salle énergétiquement parlant et je vous emmène voyager dans les différentes strates de l'univers. On va aller voir la grotte des fées, donc dans l'intraterrestre, et on partira ensuite dans la constellation de Cassiopée. Je vous parlerai du non-attachement, je vous parlerai de la confiance en soi, toutes ces notions-là qui sont importantes, parce que c'est ce qu'on va venir travailler dans le prochain cycle, enfin dans la dernière déclinaison de la lunaison. Et on va ouvrir 3 portails énergétiques d'éclipse. Donc tout ça, je vous en parle vendredi à 11h. Si vous ne pouvez pas être là à 11h vendredi, vous pouvez quand même vous procurer l'enregistrement que je vous donnerai certainement dimanche. Ça n'a aucune incidence que vous le fassiez dimanche et non pas vendredi, parce que en fait, c'est sur des énergies qui vont durer plusieurs jours. D'accord? Donc, ça n'a pas… Voilà. Et moi, je le télécharge le plus vite possible pour vous l'envoyer le plus vite possible. Ça va pour tout le monde? C'est bon. Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous. À très vite. Et à toi. Bisous. Bye bye.